Quand tu lances une startup, c'est vraiment le chaos en fait. C'est comme si on te balance sur une île avec un couteau et une boussole, tu vois. Et la magie, elle apparaît pas, ça vient pas dans une spreadsheet, tu vois. Donc c'est quelque chose où tu dois vraiment fonctionner à l'instinct, tu vois. C'est intéressant de pouvoir avoir ce mindset où tu dois, je vais pas dire entrepreneur, mais plus hustler. T'es là, tu dois faire tes deals, tu dois faire tes trucs rapidement, sinon t'es mort, entre guillemets. Dans cet épisode, nous avons la chance de discuter avec Younes Yakcha, fondateur de Lime, avec qui nous discutons de l'entrepreneuriat à Dubaï, de comment monter une startup et de comment lever des fonds. Younes, merci beaucoup d'être là et de participer à ce podcast avec nous. Bienvenue, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Je vais commencer par une question. Et d'abord, parce qu'on aime bien ça, citer quelque chose que tu as dit ou que tu as écrit quelque part. Donc, je vais citer ce que tu as sur ton profil LinkedIn, où c'est marqué « I am engaged in empowering, advising and training founders on the mindset, skills and methodology required for successful company building throughout every stage of the startup journey ». Nous, on a parlé à pas mal d'entrepreneurs dans nos vies entrepreneuriales et le succès a beaucoup de définitions. Est-ce que tu peux nous expliquer de ton point de vue ce que c'est du successful company building ? Qu'est-ce que tu entends par ce concept-là ? Bon, en tout cas, déjà, merci de me recevoir, ça fait plaisir. Et ce que j'entends par là, en fait, c'est vraiment pour faire opposition à l'échec, c'est de permettre d'avoir un business qui dure dans le temps, en fait. Parce que souvent, lorsqu'on lance une startup, tu vas mettre 1 année et demie, 2 ans pour trouver ton business model, pour avoir ce fameux product market fit. Et des fois, ça n'arrive pas, en fait. Donc, après 2 ans, tu as pas mal de gens qui vont mettre la clé sous la porte, même s'ils ont levé des fonds ou autre. Là, le but, c'est que ça dure en tout cas 10, 15, 20, 30 ans. Et c'est là où justement, c'est important d'avoir les bonnes bases pour arriver à durer dans le temps. Ok, donc la pérennité pour toi, c'est vraiment le succès. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça que fait, tu te reposes jamais. Donc, même si tu as trouvé ton business model, tu as trouvé ton product market fit, c'est quelque chose, en fait, tu dois être constant et discipliné, justement pour te projeter sur différentes années, tu vois. C'est pour ça qu'on a un peu cette notion de succès où on va peut-être dire, voilà, on a levé des fonds, on a fait notre série A ou B ou C. Mais en fait, c'est que, c'est du financement, c'est de l'argent que tu lèves. Mais derrière, tu n'as aucune garantie que ton business va durer, quoi. Et on le voit avec des mastodontes qui existent depuis 10, 15, 20 ans et qui ont du mal justement avec ce shift, avec tout ce qui se passe et tout récemment ou peut-être même un peu plus tôt, où ils n'arrivent pas justement à rester sur du long terme. Je ne sais pas si je veux dire une bêtise. Tu sais, on parle de unicorn, etc. Et un peu le nouveau truc, c'est les camels, c'est ça, les chameaux. Ouais, T'as entendu ça ou pas ? Les chameaux, c'est les camels, c'est ça, non ? Genre en gros, justement, t'as pas besoin de lever des fonds, tu vaux pas 1 milliard, mais t'as un truc ultra solide, entre guillemets, qui boit jamais d'eau. Enfin, tu vois, Tu peux traverser le tu désert. peux traverser le désert et genre, tu peux te prendre tout dans la face, les tempêtes, les trucs, tu vas être là, tu vois. Et je trouvais le concept pas mal. C'est un peu le. J'ai lu d'autres. Je sais pas si je dis une bêtise, si je dis une mauvaise animal. C'est peut-être pas. Non, mais je crois que tu as raison. J'irai vérifier, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. C'est un truc comme ça. J'ai lu un truc comme ça et c'est vrai que ça a du sens. Ou même quand tu te lances pour une levée de fonds, t'es pas sûr de lever des fonds, tu vois. Et donc, si ton business, il dépend que de levée de fonds, comme certaines grosses boîtes et tout, un peu à la Uber, où on va pomper du cash, et au final, derrière, tu n'as pas de rentabilité et tout, c'est quelque chose qui est compliqué. T'achètes du temps, quoi. T'achètes du temps, en fait. T'achètes du temps, tu vas acheter des parts de marché, mais au final, t'as pas vraiment, tu détiens pas vraiment de valeur et on va dire, de client base, en fait. Ça, c'est un gros problème. Donc, qu'est-ce qui fait déjà qu'une entreprise devient pérenne ? Et quels sont les challenges, du coup, de la pérennité ? Si on part du principe qu'une entreprise, pour être successful, elle doit être pérenne, qu'est-ce qu'on doit réussir pour arriver à ce stade-là ? Je pense qu'il n'y a pas de shortcut. C'est vraiment avoir un produit ou un service de malade, en fait. Okay. Tu vois, souvent, on va parler de marketing ou d'avoir une super équipe de Salesforce et autres. Mais si tu n'as pas un bon produit derrière, tu es cuit, en fait. Et ton produit, c'est quelque chose qui doit répondre à des besoins, à une problématique de tes clients. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre et tout. Et tu vois que ceux qui durent sur du long terme, c'est qu'ils ont une compréhension inside-out de leurs clients. Ça, il n'y a pas de miracle, quoi. Et du coup, il y a cet aspect de modifier, tu parles du product market fit, avant. Il y a cet aspect-là de modifier ton produit ou ton service jusqu'à d'obtenir ce fit, en fait. C'est ce que tu dis avant en disant, tu passes X années, peu importe, entre guillemets, combien de temps, mais c'est d'aller le plus vite possible là-dedans et de pas passer 5 ans à trouver ça, quoi. Exact. Déjà, 50, ça va être compliqué parce qu'il faut quand même du financement. Ans avant.
Et puis après, c'est vrai qu'on pense que le succès, il arrive overnight et tout. Ça, c'est quelque chose que, voilà, tu as rarement quelqu'un qui va trouver, sauf si peut-être tu vends des choses un peu lambda, mais quand tu es dans des choses un peu plus compliquées, où tu dois comprendre le comportement, le behavior du client, c'est des choses voilà, qui mettent du temps. Et puis, justement, le fait de faire des itérations, bah, c'est que tu commences avec une idée, et ton but, c'est vraiment de tester toutes tes hypothèses et voir vraiment si tu as une vision ou une hallucination, en fait. Et c'est ce qui vraiment prend du temps. Et c'est ce qui requiert aussi un mindset, tu vois, différent. En fait, tu vois, par exemple, tu vas avoir des fondateurs, ils vont te dire, ouais, je suis super bon en coding ou je suis super bon en marketing ou autre. Mais en fait, c'est vraiment ta curiosité. Parce qu'au départ, tu as beaucoup de choses, tu n'as que des hypothèses. Et en fait, tu ne sais pas vraiment sur quoi tu vas arriver, en fait. Et c'est cette curiosité qui va te permettre de réussir. Avec de la persévérance, résilience, évidemment. Mais c'est la qualité numéro 1, en fait. Ok, curiosité, persévérance, adaptabilité aussi, de ce que j'entends. Ouais. Hyper important de pouvoir s'adapter. À contrario, du coup, si on définit que c'est ça le succès, c'est quoi les erreurs communes que tu vois dans les projets ou dans les entrepreneurs que tu côtoies, qui sont souvent répétées? Ouais, j'en doute pas, on va peut-être pas faire toute la liste parce qu'on a que 1h30, mais qu'est-ce que tu vois? Je pense que la première chose, c'est tomber amoureux de son idée. Ça sonne un peu Ça me fait cliché tellement et plaisir d'entendre ça, mec. Ça fait tellement d'années que je me barre là comme ça, mec. Ça me fait tellement plaisir d'entendre C'est vrai que beaucoup de gens sont coupables. Pardon, je t'ai coupé, mais Non, mais ça me fait très t'as plaisir. raison, Ce que tu dis. et c'est cool de voir que ça résonne parce que tu as des personnes qui viennent avec leur idée et puis c'est ça en fait, ils vont exécuter, puis au final ils s'en fichent un peu du client, ils s'en fichent d'avoir cette adaptabilité ou agilité justement sur le fait qu'au final tu dois construire un produit ou un service qui va plaire aux gens en fait. Et donc la première chose c'est de se dire ouais bah moi je veux ça, et puis donc tu vas faire potentiellement ton business plan, même si je suis absolument anti-business plan. Et puis, tu vas commencer à les vendre. Mais derrière, tu vas dire, ah bah c'est le client qui n'a pas pigé en fait. Et t'en vois beaucoup. Ouais, non, c'est le client, il est con, il a pas compris et tout. En fait, non, c'est ton produit qui intéresse personne. Ouais, faut pas être trop borné, quoi. Non, il faut pas être du tout borné. Ouais. Et dis-moi ce que tu penses. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens justement dans cet état d'esprit qui vont essayer, ils vont tout faire pour valider leur idée en fait. Donc du coup, tu fais tes tests, tes hypothèses de manière biaisée, parce qu'en fait, tu veux juste valider ton truc, donc tu vas aller parler aux personnes qui comprennent déjà ton marché. Enfin, tu vas t'auto-valider, au lieu de prendre le truc inverse en disant, je vais essayer de détruire cette idée. C'est un peu hardcore, mais c'est un peu ça, c'est de dire, bah, comment je ferais maintenant si je voulais la détruire. Puis tu te rends compte peut-être qu'elle t'arrives pas à la détruire, bah, c'est peut-être que tu as quelque chose en fait, tu vois, de le prendre inversement, quoi. Et puis aussi, en fait, de gens faire ça. Où ils font l'erreur, c'est qu'ils vont pitcher leur idée en fait. Donc ils vont dire, voilà, ils vont essayer de la vendre, tu vois. En fait, non, quand tu as une idée en tête, et même des fois, on me dit, ouais, moi j'ai peur de parler de mon idée, on va me la piquer, tu vois. Un peu cette paranoïa de certains entrepreneurs. En fait, moi je leur dis, va pas vendre ton idée, va comprendre en fait. Va poser des questions. Au final, ils n'ont pas besoin de savoir sur quoi tu travailles. Et donc, c'est là où tu vas pouvoir collecter de la data, des feedbacks, voir s'il y a quelque chose. Et ça, c'est deux choses différentes. Et tu disais que tu n'aimais pas les business plans, pourquoi? Bah, en fait, c'est quelque chose de trop littéraire, en fait. Et moi, j'ai vu certains profs, certains incubateurs qui l'utilisent et tout parce que c'est facile à noter, en fait. Mais tu vois, bosser 3 semaines dans sa chambre en train de lister ses compétiteurs, en fait, c'est que de la théorie. Ouais. Et on sait que dans 99% des cas, voire 100% des cas, eh ben, ton business plan, il ne va pas résister au premier contact avec tes clients. Donc, tu vois, au lieu de faire un business plan, au lieu d'écrire voilà, des semaines et des semaines, bah, teste tes hypothèses. Ouais, je suis d'accord avec toi et je trouve intéressant parce que même j'ai l'impression que le business plan, tu restes pas en amont 3 semaines dans ta chambre à construire ton business plan, mais ton business plan se construit au fur et à mesure de ton idée qui se construit en fait. Et on en parlait quand on s'était vu la dernière fois. Le business model Canva de Starwalder, il est presque plus important peut-être 1 an ou 2 ans après que ton idée soit plus ou moins validée parce que tu comprends les différents éléments et comment les utiliser plutôt qu'au début où en fait tu captes rien, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose des fois qui semble simple à utiliser, mais quand tu commences, tu as un peu la tête dans le guidon, tu es excité, tu as envie de faire plein de trucs et tout. Moi, je pense que ça peut t'aider, tu vois. Mais si tu le comprends bien, si c'est pour te poser des questions auxquelles tu n'as pas de réponse, tu vois, forcément au départ, tu n'as pas encore identifié tes canaux de distribution, etc., sur quelque chose que tu dois bosser. Mais en tout cas, je dirais que oui, moi j'aime bien l'utiliser quand même au départ, ça te permet de structurer.
Mais c'est vrai qu'avec du recul maintenant, tu comprends vraiment le business model Canva quand tu l'as pratiqué, comme tu dis, une année, 12 mois, 12 mois, enfin, une année et 2 ans après, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est qu'au départ, c'est quand même assez... c'est simple, mais c'est comme... Enfin, t'as pas cette compréhension déjà de ton propre business au démarrage. Et il va évoluer en plus. Si tu te confrontes au marché, il va changer, tu vas pivoter, tu vas changer un truc, puis pour finir, tu peux tout recommencer à chaque fois, quoi. Ouais, mais c'est ce qui est cool, en fait. C'est pour ça que c'est cool d'avoir tout sur une page. Tu vois, tandis que d'avoir... Tu le refais 15 fois s'il faut, quoi. Voilà, tu peux le changer chaque jour, tu mets des post-it dessus et tout. Donc ça, c'est intéressant, c'est un document qui est vivant. Mais ton business plan, en fait, tu vas avoir des gens qui te l'ont validé, peut-être même potentiellement tes premiers investisseurs qui t'ont dit « Ouais, bah, c'est cool ». En fait, toi, tu le prends pour valider. En fait, tu vas dire « Voilà, on doit suivre ce qu'on a dit dans le business plan ». En fait, alors que c'est pas forcément juste, tu vois. Il y a d'autres outils que tu utilises. Enfin, j'imagine que oui, mais c'est quoi les outils que tu utilises? On parlait du business model Canva, il y en a d'autres que tu affectionnes ou Bah, forcément. voilà, le business model Canva, je l'utilise et tout. Même maintenant, quand je l'utilise et tout, tu vois, pour me rafraîchir la mémoire, pour Poser certains trucs. poser certains trucs et tout. Mais après, je pense que, tu vois, la magie, elle n'arrive pas forcément avec des outils, tu vois. Pour des grands groupes et tout, c'est bien quand tu fais du corporate innovation, bah, pour convaincre ton CEO ou ton Chief Innovation Officer, bah voilà, tu as une méthodologie, tu es structuré, les gens, ils aiment bien. Mais quand tu lances une startup, c'est vraiment le chaos, en fait. C'est comme si on te balance sur une île avec un couteau et une boussole. Tu vois, et la magie, elle apparaît pas. Enfin, ça vient pas dans une spreadsheet. Tu vois. Donc, c'est quelque chose où tu dois vraiment fonctionner à l'instinct, tu vois, sans non plus trop laisser ton instinct parler parce que des fois, il faut avoir des données, mais des fois, tu es limité. Donc, tu dois prendre des décisions qui sont les moins pires possibles. Mais je pense que voilà, si tu veux sortir quelque chose qui a du sens, c'est vraiment te confronter à ton marché. De faire les choses, quoi. Ouais. De faire les choses. Et après que tu te trompes ou pas, peu importe. De les fixer au fur et à mesure, mais de les faire déjà dans un premier temps. Il faut faire. Et en parlant de start-up, souvent on essaie de voir on va dire des zones d'opportunité. Qu'est-ce que tu vois comme zone d'opportunité dans le monde d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y a encore à explorer dans notre monde suisse ou même international? T'en penses quoi? Les zones à explorer, je dirais que c'est un peu plus compliqué. Je parlerais plus des zones à ne pas explorer, tu vois. Pourquoi pas? Et typiquement, tu vois, un peu tout ce qui est deep tech, AI, même si peut-être je vais me faire taper sur les doigts parce qu'on dit que la Suisse est a deep tech nation, tu vois. Et en fait, donc, tu as des petits projets qui émergent, qui vont sortir des écoles polytechniques, mais tu as deux grosses problématiques. C'est que tu n'as pas une client base suffisamment grande en Suisse et qu'au niveau du financement, il n'y a pas assez de financement. Donc, à un moment donné, si tu as un produit intéressant, tu dois t'expatrier aux États-Unis, tu vois. Ouais. Et là-bas, des gros groupes, des grosses startups, elles tournent déjà. Il y a déjà énormément de choses qui se passent. Donc, en fait, tu arrives et puis tu vas te lancer dans un truc où tu n'as pas idée de ce que tu dois faire pour pouvoir réussir. Donc, ça, c'est un peu pour tout ce qui est étudiant, essayer de trouver je dirais peut-être même parfois des projets un peu low-tech, tu vois, où tu as peut-être 2 ou 3 mois de préparation, tu vas tester tes hypothèses rapidement et que tu peux générer du cash assez rapidement parce que tu as sélectionné une niche, tu vois. Moi, c'est les types de projets que j'aime bien et c'est vraiment, je pense, tu vois, l'essence de l'entrepreneuriat. Où vraiment, tu es là pour générer du revenu, tu n'es pas là vraiment pour la fame, pour le fundraising, pour les conférences et autres, mais tu fais tes trucs, tu vois, rapidement. Et ça avance et justement, ça te permet justement de déjà faire tes premières expériences. Et ensuite, si tu vas aller sur quelque chose de plus gros, tu as déjà un petit peu ce track record derrière. C'est intéressant parce que tu mentionnes la Suisse. On a justement on a le côté tech quand même. C'est marrant, je trouve on se dit tout le temps être une nation très tech, mais on le vit pas vraiment. Il y a une espèce de disparité vis-à-vis de ça. Et donc, on a cette caste presque d'entrepreneurs qui sont très tech qu'on voit assez peu. En tout cas, moi, je vois assez peu. Et on a tout cet autre monde d'entrepreneurs dans lequel nous, on est un peu plus, qui est un peu plus terre à terre, peut-être. Selon toi, est-ce que ça correspond plus ou moins? Et du coup, ça apporte quoi comme challenge particulier de faire de l'entrepreneuriat en Suisse, selon toi? Et quelles sont les opportunités aussi un peu différentes d'un marché comme les États-Unis ou autre?
On va dire que l'entrepreneuriat en Suisse, il est compliqué aussi par région. Et il y a un petit peu, tout ce buzz autour de, voilà, la Suisse, c'est le pays le plus innovant au monde. Mais c'est parce qu'ils calculent, je crois, le nombre de brevets déposés par habitant, un truc comme ça. Ok. Et c'est pour ça qu'on arrive chaque année en première place. Mais bon, c'est quelque chose déjà qui est déjà bien, mais qui n'est pas non plus, voilà, c'est pas la Silicon Ça Valley. représente pas dans la Startup Nation, quoi. Ouais, exactement, tu vois, c'est des choses, c'est nice to have, tu vois, c'est un peu les vanity metrics que tu vas avoir sur un post où tu as fait 1000 views, mais derrière, tu n'as rien converti, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Mais maintenant, il y a de plus en plus de monde qui se pose des questions, tu vois, que ça soit la ville, le canton et tout. Je pense qu'on voit qu'on est un petit peu à la traîne par rapport à d'autres cantons et par rapport aussi à d'autres pays. Et il y a des choses qui essayent de se mettre en place. Après, des fois, c'est peut-être c'est pas assez concret, ça prend du temps. Parce qu'évidemment, souvent, quand tu vas investir, les capitaux, ils vont tout de suite aller justement à l'EPFL, ETH, etc. Mais après, pour la masse, on va dire, pour les gens un peu comme nous, tu as quand même un peu moins de soutien. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir avoir ce mindset où tu dois, je vais pas dire entrepreneur, mais plus hustler, quoi. Où tu es là, tu dois faire tes deals, tu dois faire tes trucs rapidement, sinon tu es mort, entre guillemets. Ouais. Et la meilleure chose à faire, moi j'aime bien tout ce qui passe par l'éducation parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, tu peux apprendre beaucoup de choses qui vont te permettre de dérisquer, éviter de faire des erreurs que tout le monde a fait et tout, et puis justement faire des erreurs coûteuses. Mais en fait, ça va passer par ton mindset. Et je pense que c'est la plus grande chose qui nous manque, en tout cas en Suisse romande maintenant. Je pense que c'est le mindset par rapport à comment les gens envisagent le business. On attend souvent que voilà, la ville ou le canton fasse quelque chose, ou les clients ou des larges corporates, pourquoi ils ne me donnent pas du taf et tout. Mais au final, c'est à toi d'aller chercher les choses. Quand tu es entrepreneur, tu n'attends pas qu'on te donne, mais c'est toi qui as ce pouvoir d'aller chercher. Et ça, pour moi, c'est le plus gros problème. C'est un mindset qui est assez difficile à faire passer dans un pays comme la Suisse, non? Sachant qu'en soi, tout va très bien. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc de tout va très bien, j'ai mon boulot. On parlait de ça avant aussi en disant la cage dorée, tu sais, j'ai mon boulot, tout va bien. En soi, tu n'as pas besoin vraiment d'avoir ce mindset parce que concrètement, ça va. Tu n'es pas poussé à ça, tu vois. J'ai l'impression que dans d'autres pays, tu es poussé à ça parce que des fois, tu n'as pas le choix. Ouais. Du coup, tu as cette mentalité et tout. Et de faire passer cette mentalité dans un pays comme la Suisse, c'est difficile. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, hein, c'est plutôt une question, mais j'ai l'impression que c'est galère, quoi, parce que les gens n'ont pas la dalle, quoi. Ouais, t'as le choix entre galérer les 3-4 premières années ou aller bosser chez Pictet, tu vois. Donc là, des fois, la question, elle se pose assez rapidement. Mais tu as quand même aussi beaucoup de gens qui en ont marre de leur taf. Ouais. Tu vois, le 9 to 5 et tout, avec le Covid, on a vu, tu as de plus en plus de personnes qui veulent du home office, qui travaillent à 80% et qui veulent faire des choses à côté. Donc, je pense qu'il y a quand même un shift qui est en train de se produire, mais ça va prendre du temps. Et justement, les gens, il faut qu'ils commencent aussi à prendre les choses au sérieux, tu vois. C'est pas parce que moi aussi, des fois, je vois des entrepreneurs, ils ont un trou sur leur CV, puis il va dire, voilà, j'ai essayé de monter ça, ça ou ça. Et en fait, au final, tu fais perdre du temps à tout le monde alors que tu n'étais pas vraiment sincère dans ta démarche. C'est aussi un des trucs que je vois, tu vois. C'est intéressant ça. Mais c'est vrai qu'il y a l'aspect financier aussi de l'entrepreneuriat en Suisse. Parce que j'avais eu cette discussion vis-à-vis de la France, par exemple. Le SMIC en France, il est à quoi, 1500 €, un truc comme ça. Ici, il est à 4005, donc c'est déjà 3 fois plus. Et donc, généralement, quand tu deviens entrepreneur, faut accepter que tu vas avoir un salaire qui est généralement même en dessous du SMIC pendant un certain temps. Et donc, il y a cet aspect de sacrifice financier qui peut ne pas payer du tout, au final, alors que tu as moins ça dans les autres pays, justement, où de toute façon, en fait, être entrepreneur et te lancer dans ton propre projet, tu as presque une aspiration financière qui, de facto, est supérieure ou égale à si tu étais employé. Alors qu'ici, être employé, justement, si on parle de Pictet ou même d'autres boulots où tu gagnes facile 7, 8, 9, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, il va probablement falloir des années avant même d'arriver à ce stade-là. Et en fait, l'impression que j'ai, moi, et tu me diras ce que tu en penses, c'est que du coup, les entrepreneurs qui se lancent ici, c'est des gens qui le font non pas pour l'aspect financier, pas tous, hein, mais plus pour la passion, pour l'envie d'entreprendre et de créer quelque chose, et plus le côté liberté d'avoir le contrôle aussi de sa vie et de ce qu'on fait.
Je sais pas ce que tu en penses, si c'est ce que tu vois aussi. Vu qu'il y a moins ce côté où on a vraiment besoin d'avoir la dalle pour sortir d'une galère, comme tu entends souvent dans les success stories un peu américaines, où c'est le mec était à la rue, puis d'un coup il devait hustler, puis il a réussi à monter. On entend un peu moins ce genre d'histoire ici, je trouve. C'est vrai que t'en as moins, mais je pense que tu vas en avoir. Et puis je crois je sais plus qui c'était le département, à Genève, de l'économie, ils ont sorti une statistique comme quoi 52% des Suisses peinaient à vivre dignement, tu vois, à finir le mois. Et donc, tu te dis à un moment donné, ce que les corporates sont plus en mesure peut-être de t'apporter. Et ça, on le voit, en fait. Je pense que aussi, on a peut-être un petit temps d'avance, tu vois, parce que voilà, on va dire en Suisse, on est lent et tout, mais tu as quand même déjà beaucoup d'entrepreneurs. Tout à l'heure, je discutais avec Sébastien Ashbach et leur boîte, elle va faire 120 ans cette année. Donc, tu as des super entrepreneurs qui sont là depuis des siècles. Mais après, tu as aussi tout ce shift, tout ce qui arrive avec ces nouvelles technologies, où ça va être un tsunami. Et en fait, je pense que l'État ou des grosses corporates, ils vont plus pouvoir garantir aux gens de l'emploi, tu vois. Et c'est là, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et on le voit, par exemple, tout bonnement. Tu vas à la Migros ou à la Coop, tu as toutes ces caisses automatiques. Donc, tu fais quoi de ces personnes les caissiers ou les caissières, et tu vas voir dans d'autres groupes où tout ce qui va être automatisé avec l'IA. Et justement, où, voilà, tout ce qui est répétitif, ça va être enlevé. Et donc, les jobs qui sont là-dedans, tu fais quoi de ces personnes? Et en fait, mis à part le fait de lancer une boîte, si tu n'as pas ce mindset d'être prêt à hustle, ça va être compliqué, tu vois, dans les 10, 15, 20 prochaines années, tu vois. Pour moi, en fait, l'âge d'or, tu vois, elle est passée, tu vois. Ouais. Et même si tu regardes tout ce qui est banque, ils arrivent à avoir des super chiffres, mais ils ont aussi on va dire des trends où tu vois que le client, il n'accorde plus suffisamment autant d'importance à son RM, il va plus aller à la banque. Il y a plein de choses qui changent, tu vois, où tu vas voir les banques, elles sont toutes plus ou moins équivalentes dans la valeur, dans les services qu'ils offrent, et au final, c'est que des commodités, tu vois. Et pour preuve, avec le Crédit Suisse, voilà, tu as, je crois, dans les 5 prochaines années, 3000 personnes qui vont être licenciées. Donc, qu'est-ce que tu fais de ce type de personnes? Si tu leur apprends pas, si tu leur donnes pas le mindset, justement, à se débrouiller, tu vois. Donc, tu penses que l'entrepreneuriat, c'est une solution potentielle pour eux? Je pense que c'est une solution, ouais. Je pense que c'est pas forcément la solution unique, parce que tu n'as pas tout le monde qui est fait pour. Mais par contre, c'est quelque chose que, en tout cas, le mindset entrepreneurial doit être enseigné, tu vois, ça doit être obligatoire. Tu penses que c'est un truc qui, c'est un peu toujours la question, c'est est-ce que tu peux apprendre à être entrepreneur, tu sais, ou est-ce que tu l'es forcément? C'est quoi, toi, est-ce que ça s'apprend? Est-ce que, ok, tu dis que c'est pas pour tout le monde, je suis d'accord, mais est-ce que tu peux l'apprendre? Ou alors c'est que pour certaines personnes, etc. Non, je pense que tu peux l'apprendre. Tu peux l'apprendre. Et quand je dis quand c'est pas pour tout le monde, c'est que c'est un choix. C'est un choix, ouais. Tu vois, tu as des gens, ils veulent pas bosser 12 heures ou 15 heures par jour, ils veulent pas avoir à les vendre, tu vois. Et il y en a beaucoup que la vente, ça leur fait peur, tu vois, ils veulent pas le faire. Mais après, tout le monde peut devenir entrepreneur, tu vois. Et je pense que, si tu fais un micro-trottoir ou un sondage, tu vas voir que 90% des gens ont une idée. Après qu'ils le fassent, qu'ils l'exécutent ou pas, ça c'est autre chose. Mais moi, j'ai rencontré personne qui m'a pas dit, ouais, j'ai une idée de projet, j'aimerais faire un truc et tout. Mais après, voilà, est-ce que je prends le risque? Est-ce que je démissionne? Est-ce que voilà, je suis prêt à gagner moins, à travailler plus pour gagner moins? Et ça, c'est des choses quand on a le choix, tu vois. Mais là, on voit au fur et à mesure que je pense qu'on commence de moins en moins à avoir le choix. Ça devient de plus en plus une nécessité, d'une certaine manière. Ok, je pense. Ok. Intéressant. Je vous ai plombé le podcast. Non, pas du tout. Au contraire, c'est moi, j'ai hyper un peu la même intéressant. vision. J'ai un peu la même vision que toi, donc c'est aussi cool de l'entendre parce que voilà, il y a toujours ces trucs de des gens qui ont la vision un peu trop, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un peu utopique, tu vois, tout va bien se passer, et puis c'est magnifique, et puis Ouais, effectivement. j'étais né pour faire ça. Moi, j'y crois pas trop. Moi, au bout d'un moment, je sais pas, tu le fais parce qu'il peut y avoir 1 milliard de raisons, parce que tu as rencontré une personne qui t'a poussé là-dedans, parce que tu n'avais pas le choix, parce que personne voulait t'engager, enfin, tu vois, peu importe la raison. À un moment donné, tu le fais parce que voilà, ou parce que tu avais une idée, puis tu dis pourquoi. Enfin, de nouveau, il y a tellement de raisons, en fait, c'est tellement pas si simple que ça de dire bah voilà, je me suis lancé parce que j'avais ma passion, puis non, c'est comme tu dis, tomber amoureux de ton projet et tout, c'est un peu bullshit à mon avis. Il y a plein de gens qui le font et tant mieux. Enfin, il y a certaines personnes pour qui ça marche et c'est très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui il faut se détacher de ça
en disant non, c'est un projet entre guillemets comme un autre, je dois apprécier ce que je fais, je dois travailler avec des gens intéressants, etc. Mais j'ai pas besoin d'être amoureux de mon projet, quoi. J'ai pas besoin que ce soit la passion de ma vie, quoi. C'est un projet, je dois le faire, je dois faire qu'il réussisse pour pouvoir générer des profits, etc. Puis c'est assez simple en fait, c'est moins sexy, mais ça fonctionne. Je suis d'accord avec toi. Surtout que si tu es trop passionné, après, derrière, tu as du mal à monétiser. Parce que tu fais ce que tu aimes et tout, puis tu dis, bah voilà, au final, si je suis pas payé, c'est pas grave, tu vois, ou tu vas avoir des prix super bas. Moi, j'en vois plein, quoi. Ok. Qui Ah, font, ça, c'est ouais, intéressant, ça. Qui font cette ça, erreur. Ouais, qui font cette erreur, tu vois. Parce que la personne, elle kiffe ce qu'elle fait. je tu le vois. ferai Donc, gratuitement de toute façon. voilà, exact. Donc, elle le fait et tout, puis au final, ouais, bah, l'argent, c'est secondaire, tu vois. Mhm. Et au final, bah non, tu vois, si tu es entrepreneur, tu dois quand même payer tes factures, tu vas faire tes trucs. Ouais. Et ton pricing, tu vois, derrière, la valeur que tu donnes à tes clients, c'est un prix. Et je crois que plus tu es passionné, plus moins tu vas y penser, tu vois. Moi, je trouve que ta vision et ta façon de voir l'entrepreneuriat est vachement pragmatique et beaucoup plus terre à terre que ce qu'on entend souvent, justement, des entrepreneurs qui vendent ça un peu comme un espèce de rêve. Alors que dans la réalité, je pense que 95% de l'entrepreneuriat, c'est ce que tu décris toi. Et je trouve intéressant, et c'est probablement ce que tu vois dans Lime aussi. Donc, parlons peut-être un peu de ça, parce que ça, c'est ce que tu as fondé toi. Donc, le Lab for Innovative Minds and Entrepreneurship. Qui est un venture builder, une communauté d'entrepreneurs. Vous avez des programmes de formation qui aident justement on va dire les entrepreneurs normaux, entre guillemets, hein, à Ça réussir. existe. Je crois pas que ça existe, ça. À réussir. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce que vous faites chez Lime et comment tu as construit ça? Bon, même si je rebondis, on a quand même des startups qui viennent de l'EPFL et tout, tu vois. Donc, Ouais. ce qui est intéressant, c'est que c'est des super bons ingénieurs et tout. Mais après, partie business, il y a plus personne, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, le soutien là-bas, il est financier et tout, et puis technique. Mais après, commercial, c'est compliqué. Donc, on a un petit peu... Enfin, j'ai fait cette observation et je trouve ça super intéressant, tu vois. Ouais. Et donc, bah, pour revenir à l'âme, moi, c'était... Enfin, tu vois, moi, j'ai commencé en banque privée, donc j'ai fait 6 ans. J'ai détesté depuis le premier jour. Vraiment, j'ai détesté et tout, mais j'ai essayé plein de fois de rediriger ma carrière, essayer de trouver des nouveaux trucs, mais voilà, une fois que tu as le stamp, tu vois, tu as le stamp, tu as le salaire et tout, Bah, ça revient un peu à ce qu'on disait avant, voilà, justement, c'est dur d'en sortir. tu es dans une trappe, c'est dur d'en sortir. Ouais. Et donc, j'arrivais pas et tout, puis avec ma femme, on était partis 2-3 fois en vacances à Dubaï, puis on s'est dit, bah vas-y, tu sais quoi, on part, on est parti en mode sac à dos, on avait 10 jours d'hôtel, et puis donc on est parti vraiment en mode, voilà, sans aucune préparation et tout. Et c'est là, en fait, que je veux dire, je suis revenu un peu à l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, j'ai commencé à bosser pour une boîte qui faisait de l'immobilier, donc à vendre, louer des maisons et tout. Après, j'ai travaillé pour une boîte qui organisait des conférences. Et c'est là que je me suis fait un bon portefeuille, tu vois, un carnet d'adresses, tu vois. Donc, on organisait des conférences assez chères, tu vois, à 1000, 1200 $ la journée. Et donc, on avait du business owner, gouvernement, investisseurs, machin. Dans quelle industrie des C'était lié au domaine bancaire. Ah, ok, des conférences Ouais. dans le domaine bancaire. Dans le domaine ok. bancaire, aussi Haut investissement. de gamme, ok, d'accord. Comme c'était juste avant, je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin, l'échange automatique d'informations. Donc maintenant, chaque pays, en fait, si tu n'es pas résident, bah, si tu as un compte voilà, en Suisse et que tu es espagnol, bah, le fisc suisse va échanger avec le fisc espagnol. Ouais. Donc, comme tu as pas mal de gens qui étaient aux Émirats pour cette raison, bah, on organisait des conférences dessus, puis c'était quelque chose de super intéressant. Donc, j'ai rencontré plein de monde. J'ai rencontré mon premier associé qui, lui, avait une boîte d'investor relation à Zurich. Et il m'a dit, bah, Younes, moi, je peux ramener des deals. Toi, tu as la partie investisseur, tu connais du monde. Donc, on s'est lancé comme ça. Et donc, on a fait pas mal de due diligence pour voilà, des investisseurs, lever des fonds pour, on va dire, des business conventionnels, que ce soit un boutique hôtel, un restaurant chain, des trucs comme ça. Mais des boîtes à Dubaï, là. Non, il y avait aussi des boîtes étrangères Ok, qui venaient pour lever des fonds, Ok, qui levaient des d'accord. fonds aux Émirats et tout. ok. Et après, moi, j'ai mis le nez je suis tombé dans la startup assez par hasard. J'ai rencontré un entrepreneur français et tout qui m'a un peu pris sous son aile, qui m'avait emmené à 2-3 endroits à présenter à d'autres entrepreneurs. Puis je me souviens, j'étais à l'époque chez Impact Hub et je les voyais, ils étaient tous en train de bosser. Tu me dis, moi, c'est ça que je veux faire. Tu vois. Fini les conneries de banque et des trucs comme ça, tu vois. Et donc, ça m'a vraiment plu. J'ai vraiment halluciné, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, la startup, c'est ce qu'il faut que je fasse. Et au final, je savais même pas à la limite ce que c'était une startup, tu vois, vraiment sa définition, comment ça fonctionne, tu vois.
Et donc, voilà, j'ai commencé à mettre mon nez dans des startups, essayer de faire plus de levée de fonds pour des startups. Donc, j'étais dans la partie à côté investisseur. Donc, vraiment, j'ai eu la chance de savoir vraiment pour investir, pour recevoir du financement, voilà ce que tu dois avoir, tu vois. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite, j'ai collaboré avec Seedstar sur des programmes d'innovation pour des gouvernements. Et puis, quand je suis revenu en 2019 en Suisse, j'ai pas mal scanné l'environnement. Au départ, j'étais pas sûr de savoir ce qui manquait, tu vois. Donc, j'ai fait mes observations, discuté avec pas mal de gens. Puis, je me suis aperçu vraiment que l'entrepreneuriat était assez élitiste. Si tu n'avais pas fait l'Uni, l'HEC Saint-Gall, le PFL, etc., tu avais très peu de soutien, que ce soit financier ou en termes de connaissances ou partenariat. Donc, je me dis, ça serait intéressant d'avoir quelque chose pour la masse, en fait. Tu vois, pas que pour des PhD, pour des ingénieurs robotiques, machin, mais pour on va dire, voilà, les gens qui sont pas dans les 1%. Et donc, ça m'a amené à lancer Lime. Et vraiment, le but, c'est de démocratiser l'entrepreneuriat et l'innovation via des formations, du coaching, de l'accompagnement. Et donc, j'ai un pool de mentors qui va du branding à la tech, IP, légal, et qui aide justement des startups, tu vois, on va dire, à les accélérer un petit peu. Et c'est par batch, ça fonctionne? C'est quoi? C'est par batch? Genre chaque année, ou c'est de manière globale, quelqu'un vient dans le... Ouais, pour le moment, c'est de manière aléatoire. Ok, c'est que au besoin, entre guillemets. Moi, j'ai une startup, j'ai besoin d'aide, machin, je peux venir voir Lime et je peux commencer à travailler avec vous à n'importe quel moment. C'est pas genre des rentrées. Non. Peut-être que ça deviendra comme ça, peut-être quand on aura plus de volume. Mais pour le moment, on le fait de manière aléatoire. Puis après, on a aussi un peu la partie corporate innovation, justement, où on aide des boîtes un peu plus grosses à innover, tu vois. Donc moi, je suis entrepreneur, j'ai une idée ou j'ai envie de démarrer quelque chose. Je peux venir chez Lime, soumettre mon idée et avoir potentiellement de l'aide de la part de Lime pour trouver du financement, des mentors qui vont m'aider à développer certaines parties de mon projet et un peu une structure de site venture, en fait, en quelque sorte. Ouais, et surtout à t'éviter de faire les erreurs que tout le monde fait. Voilà. Quand ils écoutent. Parce que des fois, les gens écoutent pas. Enfin, souvent, les gens écoutent pas. Et comment tu procèdes au processus de sélection, du coup? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir un peu un process de sélection de dire, bon, ok, cette idée-là, elle est bien, cette personne-là, elle est bien. Comment vous choisissez? Moi, je me focalise pas trop sur l'idée, tu vois. Sauf si c'est un truc, voilà, où je sais que on va avoir aucune added value et tout. Mais vraiment, ce qui m'intéresse, c'est la personne, tu vois. Donc, si la personne a un bon mindset, si elle est coachable, si elle est assez curieuse, si elle a du caractère, tu vois. Moi, c'est vraiment, tu vois, ma due diligence, 80% dessus, c'est sur le fondateur. Ouais. Sinon, le reste, ça m'intéresse moins. Tu donnais là 2-3 adjectifs pour décrire un entrepreneur. Avec tous ceux que tu as vu passer, des bons, des moins bons, c'est quoi justement les traits qui définiraient un bon entrepreneur? Il n'y a pas de bon et de mauvais chasseur. Un bon entrepreneur. Qu'est-ce que c'est comment tu définirais aujourd'hui si tu vois quelqu'un, tu fais ton assessment, comme tu dis, tu regardes, tu discutes avec lui, etc. C'est quoi les traits de caractère que entre guillemets, que tu recherches, mais pour dire, voilà, lui, il a les traits de caractère. Après, comme tu dis, ça peut être formé, ça peut changer. Mais à la base, tu dis, il a tout ce qu'il faut pour être un bon entrepreneur. C'est quoi aujourd'hui la première chose, c'est que que je trouve, c'est que la personne pose beaucoup de questions. Curiosité. Ouais. C'est aussi comment tu trouves des idées, tu vois. Tu vas aller challenger, questionner le statu quo, pourquoi on fait ci, pourquoi pas, et ci, etc. Tu vois. Et moi, je vois voilà, des gens, tu sais tout de suite qui sont bons, c'est dans les questions qu'ils vont te poser, tu vois, et ils sont à l'écoute. Remettre les choses en cause. Okay. Même s'ils ont une compétence que, tu vois, par exemple, j'ai pas et tout, ils vont quand même poser la question pour avoir un avis et tout. Et puis, tu vois, ils sont là à l'écoute. Je trouve que c'est ça, avec la curiosité, tu vois, on en parlait déjà avant, mais surtout, voilà, le questionnement. Je pense que c'est là qui... Ouais, et c'est tellement intéressant parce qu'on a souvent l'image de l'entrepreneur qui est ultra extraverti, qui vient, qui a un peu son idée, qui dirige tout le monde. Et dans la réalité, tu dis exactement le contraire. On préfère avoir quelqu'un qui pose des questions, qui est curieux, qui est ouvert d'esprit, qui est à l'écoute. C'est intéressant comme shift par rapport au cliché, entre guillemets. Je pense que, c'est vrai qu'on parle souvent d'extraverti, mais je pense que tu as plus de personnes qui sont introverties. Ah ouais, c'est intéressant ça. Qui réussissent. Parce que souvent, c'est quelque chose qui... Je pense que tu n'as pas une règle, tu vois, générale et tout. Mais de ce que je peux voir et tout, et on parlait de certaines personnes avant et tout,
Et je pense que la majorité, ils sont introvertis. Et c'est là aussi où ça nécessite, tu vois, certaines qualités au démarrage, tu vois. Ou quand tu sais pas encore, voilà, quel va être ton produit, ton segment et tout. Tu vois, si tu es un peu extraverti, tu penses que tu sais tout et tu es un peu comme ça à donner des leçons, tu vois, peut-être je tire un peu le cliché. C'est peut-être pas le bon mindset que tu as pour démarrer, tu Tu vois. vas pas te remettre en question, tu vas Non. pas remettre ton service ou ton produit en question, tu vas y aller tout droit et tu vas te planter dans un an parce que tu auras réalisé que tu n'as pas écouté ce qu'on t'a dit. Ça, je verrais plus quelqu'un qui vient, tu vois, si vraiment on prend la définition de la startup, tu vois, un peu à la Steve Blank, c'est une organisation temporaire conçue pour rechercher un business model. Donc, tu recherches un business model et après, tu as la société qui est déjà établie, qui, elle, est une organisation conçue pour exécuter. Je pense que ce type d'extravertis sont peut-être mieux dans l'exécution, tu vois, où tu arrives et tu as déjà tout qui est en place. Mais tu Et dois là, aller, voilà, tu dois tu aller dois aller à tu dois le fond. gueuler et puis que Voilà, tout le monde soit au exact. courant, quoi. Exact. Tu dois avoir ces compétences plus de management et tout. Vraiment, au départ, tu es là pour démêler le vrai du faux et tu te fais que de te prendre des claques, tu vois, jour et nuit, quoi. Donc, si tu es quelqu'un qui accepte pas et qui pense tout savoir, je pense que tu sais où ça se finit. Ouais. C'est intéressant. Bon, après, il y a des contre-exemples à tout, hein, mais je pense que l'extraverti peut aussi aider à la vente, contrairement peut-être à l'introverti qui va penser le système, qui va tu vois, défaire le vrai du faux. Peut-être l'extraverti va être meilleur pour vendre. Donc, c'est peut-être là où Il c'est aura moins intéressant peur. d'être plusieurs, en fait. Hein? Il aura moins peur aussi. Et il aura moins L'extraverti peur, ouais. de moins Quoique, vendre. ça dépend. Mais, enfin, c'est difficile de généraliser, mais effectivement, Ouais. c'est des qualités qui se retrouvent. Ouais. C'est intéressant. Et comparé à des endroits comme Impact Hub ou d'autres venture builders qu'on a à Genève, Fondetech, etc., comment vous vous différenciez avec Lime vis-à-vis de ça? Moi, je ne sais pas trop comment il fonctionne. Peut-être toi, tu sais mieux que moi, mais comment Lime se positionne vis-à-vis de ce qui est déjà existant? Ben nous, on va dire qu'on est assez complémentaires, tu vois. Ok. Mais moi, en fait, mon sweet spot, c'est vraiment au stade de l'idée, tu vois. Ouais. Et généralement, les autres, ils vont venir quand tu as déjà... soit il y en a qui vont dire, voilà, nous, on veut que de la tech, voire deep tech, high tech. Ou tu en as d'autres qui vont dire, nous, on vient quand tu as déjà commencé à faire tes premières ventes. Et tu vois, moi, je sais avec l'expérience que pertinemment, le jour zéro et puis entre le jour zéro et ta première vente, c'est la vallée de la mort, tu vois. Tu peux quand même avoir des premières ventes, mais pas avoir ce product market fit, pas avoir ce business model validé. Et c'est ce qui est compliqué, tu vois. Et donc, c'est comme ça que nous, tu vois, on se différencie. Et après aussi sur tout ce qui, on va dire, méthodologie, expérience, Ouais. tu vois. Donc vous positionnez plutôt sur le 0 to 1. Ouais, exact. Et après, les autres vont peut-être venir plus sur le 1 to 10, par exemple. Ouais. Intéressant. Donc, une fois que vous avez aidé l'entrepreneur à arriver à son one, on va dire, donc il a trouvé son product market fit, il a trouvé son sweet spot, etc., vient la phase cruciale de beaucoup de startups et entrepreneurs qui est de faire des levées de fonds. Est-ce que vous accompagnez aussi vos entrepreneurs dans ces levées de fonds-là? Je sais que tu as aussi le Gain, qui est un autre projet dont tu peux parler aussi. Ouais. Comment se passe cette transition-là au moment où tu arrives? Ok, maintenant tu as le product market fit, tu as ce qu'il faut. Comment tu passes à la next step? C'est vrai qu'on reçoit souvent des entrepreneurs qui posent la question, tu vois, ou qui viennent tout de suite, ils sont day zero et il faut Comment on le lève du financement, cash. tu vois. Voilà. Ouais. Donc ça, tu vois, tu perds beaucoup de temps à éduquer les gens, à leur dire, voilà, en fait, maintenant, tu vois, avec les coûts technologiques qui sont en baisse et tout, tu n'as plus besoin d'autant d'argent pour construire ton produit, tu vois. Et même en faisant du prototyping ou prototyping, tu peux déjà commencer à avoir de la traction, avoir des letters of intent, et là, potentiellement, tu peux lever des fonds. Mais donc moi, je leur dis, voilà, ok, fais ta traction, on va travailler dessus, comment rendre ton produit intéressant, ton service, comment déjà avoir une base clientèle solide, et après, on parlera de financement, tu vois. Et pour ça, tu n'as pas forcément d'avoir un produit réel. Tu vois ce que je veux dire? Un prototype, ça suffit. Tu vois? Ou vous, encore qui êtes les experts en marketing, faire du A/B testing et puis collecter, ça va être des emails, montrer que voilà, que tu as quelque chose qui séduit. Ouais. Et en fait, c'est là, je trouve, c'est là où c'est le plus compliqué, où tu as des gens qui ne comprennent pas. Tu vois, ils pensent que voilà, juste sur l'idée qui pour eux est top, ok. Moi, je juge jamais leur idée. Tu vois, je leur dis pas, j'ai une boule de cristal, ton idée, elle va marcher ou elle est nulle, ou voilà. Moi, je leur dis, ok, tu as cette idée, maintenant, ramène-nous de la data, en fait. Ouais. Ramène-nous des faits, tu vois.
Donc, tu as prouvé, tu as ta vision et tout. Maintenant, montre-moi que tu as des gens qui vont te suivre derrière. Et une fois que tu as fait ça, peut-être quand tu as 50, 100 personnes, tu vois, ça prend du temps. Hein. Bah, là, tu vas pouvoir aller lever des fonds. Parce que c'est très rare où il y a quasiment plus de personnes qui lèvent, tu vois, des chèques en blanc, quoi. Sur PowerPoint. Ouais. Sur un PowerPoint. Sur PowerPoint. Ouais, à l'époque. Exact. Et après, du coup, une fois que tu es arrivé à ce 1, la personne peut accéder à du financement et Gain aide à accéder à du financement. Donc, ouais, on a monté Gain, mais on est quand même un peu moins actif. D'accord. Et là, on est en train de voir pour le faire rentrer peut-être sous forme de fonds dans Lime. Tu vois, plutôt que chaque fois d'aller pitcher à des business angels, eh ben, d'avoir un fonds où bah, justement, nous, comme on travaille sur du long terme avec les startups, on sait déjà sur qui on devrait investir et tout, tu vois. Donc, une sorte un peu de startup studio. Ouais. Tu vois, ça serait un peu la phase 2. Mais on a un bon carnet d'adresses, tu vois, d'entrepreneurs. Et puis, si besoin, on fait les intros. Et puis, justement, on aide dans la levée de fonds. Mais c'est pas ça le plus compliqué, en fait. Le plus compliqué, c'est d'arriver à cette traction. Après, si tu as un bon produit, tu as de la traction, les investisseurs, tu vois, généralement, ils suivent, quoi. Tu trouveras le cash si tu as le bon produit, Ouais. quoi, en gros. Ouais. Ok. Ça, t'as pas de doute, quoi. Ok, donc pour toi, le focus, il doit être mis plutôt sur le côté... Parce qu'il y a beaucoup, comme tu disais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui réfléchissent avant tout. Ok, mais le jour où je vais devoir lever des fonds, comment je vais faire? Je vais préparer mon joli pitch, mon deck, mon machin, ça va être magnifique. Mais ils n'ont pas encore eu de traction, ils n'ont pas encore vendu. C'est vraiment concentre-toi, ton conseil, c'est concentre-toi sur le produit et un produit qui fonctionne. Et puis le cash, c'est un peu simple de dire ça, mais le cash, il viendra, quoi. Ce sera facile de lever du cash si tu as un bon produit. Ah oui, en fait. c'est clair. Mais c'est clair. Mais t'en as, comme je t'ai dit, dès le premier jour, ils pensent à la levée de fonds. Pour eux, être entrepreneur, c'est que de la levée de fonds. Mais en fait, tu peux pas lever des fonds si tu n'as rien, quoi. Et quand je dis rien, je parle pas forcément du produit, mais que tu aies validé quelque chose, tu vois. C'est trop risqué pour un investisseur de venir, surtout que, voilà, ta levée de fonds, elle va être au minimum de 200, 250 000 balles pour couvrir, tu vois, 12, 18 mois en Suisse. Et trouver peut-être entre 5 et 10 business angels qui mettent 25 000 balles, ils vont pas te les donner juste parce que, voilà, comme tu as dit, tu as le PowerPoint et puis tu as une idée. Donc, c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent entrepreneuriat et fundraising. Et c'est quoi tes conseils? On va imaginer quelqu'un qui a un product market fit, il a de l'attraction, il commence à avoir certains clients, etc. Et c'est le moment de lever des fonds parce que pour lui, ça a du sens, pour X ou Y raison. C'est quoi tes guidelines ou tes conseils quand quelqu'un rentre dans ce genre de... Parce qu'on entend plein de trucs, que ça prend du temps, c'est compliqué, c'est long, c'est difficile, c'est épuisant, etc. C'est quoi un peu tes conseils de dire, bah voilà, si vous êtes à ce niveau-là, faites attention à ça, pensez à ça, etc. C'est quoi un peu ta vision là-dessus, si tu rentres dans cet univers? Déjà, savoir que c'est compliqué, que ça prend du temps, tu vois. Généralement, c'est entre 3 et 6 mois pour lever des fonds, mais ça peut ne jamais arriver. Mais disons, dans le cas où tu as de l'attraction, ça se passe bien, bah déjà, avoir un bon avocat, tu vois, quelqu'un qui peut te conseiller. Parce que si tu vas dealer avec des VC ou des gens qui sont vraiment shark et tout, tu vois, pour pas dire business driven, eh ben, tu peux te faire avoir, tu vois. Mais vous aidez là-dessus, sur le côté term sheet, etc., avec vos avocats, votre partie légale et tout, vous aidez là-dessus. Exact, tu vois. Donc, déjà, avoir quelqu'un sur qui tu peux compter et qui puisse revoir les documents. Et je dirais aussi on va dire mistake, tu vois, erreur qui arrive souvent, c'est que les entrepreneurs, ils se focusent beaucoup sur la valo. Tu vois, leur valuation, la valorisation, pour eux, c'est le plus important. Mais en fait, le plus important, ça va être les termes et conditions, tu vois. Tu peux finir avec une valo qui est top, tu vois, mais par contre, dans tes termes et conditions, tu as perdu... tu t'es fait avoir, tu as perdu le contrôle de ta boîte, tu vois. Ou dans des clauses, moi, j'avais rencontré un entrepreneur qui avait une start-up en Turquie et qui avait revendu à eBay, tu vois. Et donc, il avait revendu pour une centaine de millions d'euros. Et puis, parmi ses business angels, il y en avait un qui était très, très malin et tout. Et puis, il avait mis une clause qui s'appelle un ROFR, a right of first refusal, tu vois. Et donc, chaque fois qu'il voulait vendre, l'investisseur, il s'opposait, tu vois. Il s'opposait. Donc, au final, il a dû lui donner 5 millions en plus et tout, pour faire le deal, etc., tu vois. Donc ça, Elle est venue mettre des bâtons dans les roues, stopper le deal pour pouvoir plus bénéficier lui-même. Ouais.
tu vois. Ça, c'est intéressant et ça ramène à un autre concept qui est ce côté smart money versus dumb money, de qui tu prends l'argent et à quelles conditions. Qui est un sujet pas évident, je pense, surtout pour les entrepreneurs qui ont réussi à arriver à leur preuve de concept. Ils se disent tout de suite, je vais lever des fonds, je vais essayer de prendre l'argent de n'importe qui, ou je prends le plus possible et sans forcément réfléchir. Quand tu réfléchis, il y a aussi un côté, quand quelqu'un est prêt à te donner de l'argent, il y a aussi, c'est dur de dire non, tu vois, en disant, c'est pas l'investisseur parfait parce que X ou Y raison. Je sais pas, moi, j'ai très peu de connaissances à ce niveau-là, mais c'est dur, quoi. C'est dur de dire non à quelqu'un qui te fait confiance, qui te donne du cash. Enfin, c'est pas facile, quoi. Ouais. Ça demande vachement de contrôle, de dire non, ça, c'est pas, tu vois, ça, c'est pas la bonne personne. Je vais attendre encore un peu. Tu sais pas si t'auras. C'est assez stressant, quoi. T'en penses quoi, toi? Comment tu choisis le bon investisseur? Bah justement, il faut faire une due diligence sur ces investisseurs, tu vois. Tu prends pas quelqu'un juste que, voilà, sauf si tu es désespéré. T'en as qui sont désespérés, puis ils vont prendre tout le monde et n'importe qui. Mais généralement, tu essayes de parler, savoir est-ce qu'il a déjà investi, si oui, dans quelle startup. Est-ce que ça s'est bien passé? Puis voilà, tu vas aller discuter avec les fondateurs, avec le CEO de la boîte qui a reçu du funding, et tu vas faire le même boulot qu'un investisseur. Que eux font, en fait. Ouais. Ouais, parce que toi, au final, tu vois, c'est comme on dit, hein, c'est quand même un mariage, tu vois. Et d'avoir quelqu'un, tu vois, au final, qui est dans ton board, tu vois, qui est dans le comité, c'est que quand tu es entrepreneur, tu as levé des fonds, tu as 7, 8 personnes qui sont tes boss, tu vois, qui sont tes CEO au-dessus de toi. Et donc, avoir les bonnes personnes qui croient en toi, les bonnes personnes, tu vois, tu sais, qui vont pas te prendre la tête et qui sont peut-être pas forcément, tu vois, autoritaires et tout, c'est quelque chose qui est super important. Mis à part la partie financière de pas te faire arnaquer, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui est obligatoire, tu vois. Savoir avec qui tu fais un deal, c'est super important. C'est compliqué aussi parce qu'il y a un côté rapport de force un peu. Toi, tu arrives avec ton business, mais tu as besoin d'argent. C'est un peu comme un entretien d'embauche finalement. Tu arrives, tu as besoin de travail, tu as besoin d'un taf. Le recruteur en face de toi, il a besoin d'un employé, mais fondamentalement, il aura plus de facilité à trouver un employé que toi à trouver un taf. Là, c'est un peu pareil, mais tu dois avoir quand même ce statut, cette force de caractère de dire c'est moi qui te choisis et pas l'inverse. Tout comme moi, je pense que les employés devraient avoir la même force de caractère face à l'employeur. Ça commence à changer, mais est-ce que tu vois chez les entrepreneurs des complications liées à ça ou comment ça se passe? C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'attraction. Ouais. Si tu as un business qui est solide derrière, c'est toi qui viens négocier. Tu n'as pas besoin de l'argent, c'est le meilleur moment pour lever, c'est quand tu as besoin de cash. Quoi. Ouais. C'est ça en fait. Tu vas pas faire tes courses le ventre vide. Quoi. Donc ouais. C'est ça. Mais c'est ça, donc c'est pour ça que c'est important de mettre les bouchées doubles au démarrage. Comme ça, déjà, ta valorisation, elle sera plus élevée, mais c'est pas le plus important. Et tu vas aller chercher dans le top tier des investisseurs. Tu vas pas prendre des gens lambda, et puis quand tu négocies, tu négocies... tu vois, avec la force de ton côté, parce qu'ils vont dire, OK, tu as, je sais pas, peut-être 200 000 ou 300 000 francs suisses de chiffre d'affaires ou 1 million par année. Enfin, tu vois, tu as déjà quand même dérisqué un maximum. Maintenant, quand tu montes dans le bateau, c'est que pour grossir, tu vois, pour croître. Et c'est quelque chose qui est super important. C'est pour ça que moi, je leur dis, ayez de l'attraction. Tu vois, même si c'est des adresses email, même si c'est via une landing page, faites quelque chose pour démontrer que, voilà, vous avez des risques avec des gens qui sont intéressés. Et là, ça va être plus facile pour négocier avec tes investisseurs. Ouais. C'est quoi les trucs qu'il faut absolument pas faire dans une levée de fonds? Moi, t'en as plein. Déjà, je dirais aller seul, tu vois. Penser que tu es avocat et que tu peux relire ton contrat, etc. tout seul. Je pense que c'est aussi aller trop tard, tu vois. Donc, il y a une question de timing, ce qui est important. Et puis, des fois, tu vois, si il ne te reste plus que 3 mois de burn rate, ça va être compliqué, tu vois, parce que même si ton projet il est intéressant, tu vois, les gens, ils vont financer, sauf si tu fais un bridge, tu vois, vraiment pour financer une période qui a été compliquée, par exemple, due au Covid ou un truc comme ça. Mais généralement, les gens vont te financer, c'est pour, voilà, si on te donne $1, c'est pour en avoir 10 derrière. Et souvent, la question, c'est que, OK, il te reste 3 mois de burn rate, tu ne cherchais pas 1 million, si moi, je te donne 250 000 et que tu ne lèves pas les autres, qu'est-ce qu'on fait de mon argent, tu vois? Donc, tu vas avoir des investisseurs qui vont être un petit peu hésitants malgré que le deal, il a l'air bon. Que voilà, au niveau du timing, ça va être trop short pour lever tout, closer le round. Et que tu peux, tu peux fermer ta boîte à cause de ça. Je
pense donc c'est vraiment surtout par rapport au timing. Et après, on va dire contacter tout le monde et n'importe qui, tu vois. Genre, tu vas passer par des gens qui vont donner ton pitch deck et le gars, il le reçoit 3 à 4 fois de la même personne et tout, tu vois. Ça, les gens, ils aiment pas forcément, tu vois. Il y a un côté un peu, si il faut que ce soit dans un petit comité, il faut que tu te sentes un peu exclusif. Ouais. Ah, c'est intéressant. Aujourd'hui, alors Suisse, c'est peut-être large de parler de la Suisse, parce que je pense que c'est très différent, mais si on parle de la région suisse romande, etc., je sais pas comment appeler, mais les options pour aller chercher de l'argent, alors dis-moi si j'ai tort, hein, je dis peut-être un truc complètement faux, mais j'ai l'impression qu'en Suisse, enfin Suisse romande, Suisse en règle générale, tu as beaucoup d'angels, parce que tu as des gens qui ont de l'argent, qui ont fait de l'argent, ils ont travaillé chez Pictet toute leur vie, ils ont quand même du cash et ils veulent investir. Il y a beaucoup de ça, moins VC et autres, un peu moins. Ça ressemble à quoi l'univers des investisseurs aujourd'hui en Suisse ou en Suisse romande? Bah écoute, on va dire, si tu en lises quelques-uns, tu as un peu les investisseurs publics, tu vois, type Fondetech qui vont te faire un prêt. Tu as la Fongite qui peut te faire aussi un prêt, mais vont aussi investir contre de l'equity dans ta boîte. Ah, ils font aussi, ok, d'accord. Ouais. Après, tu as quelques VC, tu en as quand même quelques-uns. Tu en as même des gros, tu vois, qui tournent bien, mais ils vont être très pharma, biotech. Ça va être des gros trucs. Ça va être des gros trucs et tout. Et donc voilà, pour quelqu'un de lambda, tu n'as pas forcément beaucoup de choix. Après, dans le canton de Vaud, ils sont quand même assez actifs avec Innovo et Lafite. Ils financent pas mal. Après, voilà. C'est des prêts ou c'est aussi equity en majorité, je crois que c'est des prêts. Ok. Et après, tu as beaucoup de business angels. Mais c'est vrai qu'on va dire à Genève, on est quand même assez à la traîne, tu vois, par rapport à Zurich, par rapport aussi le canton et tout. Il y a quand même moins de cash disponible pour les startups. Parce qu'un prêt, concrètement, oui, ils vont peut-être te refuser quelques fois, mais concrètement, c'est un prêt, je sais pas, la Fondetech, c'est un prêt. Même si ta boîte elle est mise en faillite, tu leur dois le cash. C'est pas lié à la boîte, c'est lié à toi. À toi, ouais. Donc c'est pas du capital risque. Voilà, c'est pas la même chose. Ouais, puis t'as pas quelqu'un qui vient aussi te soutenir dans ta boîte. C'est genre en gros, ils te prennent le cash et ils disent du cash, et ils prêtent. Ce qui c'est très bien ce qu'ils font. Ils t'aident quand même un peu. Hein. Non, ils t'aident. Moi, je les connais bien la sponsors, ils ont des sponsors, des mentors, etc. Ils t'aident un petit peu. Non, je critique pas du tout. Je pense que pour beaucoup de boîtes, c'est très bien. Heureusement qu'ils font ça et tout, mais ça reste un truc. C'est pas. Ok, je dis n'importe quoi, 10% de ma boîte avec quelqu'un qui a des connaissances dans mon domaine, qui va venir m'aider, et puis qui prend. Si la boîte elle foire quoi. Le mec il a skin in the game. En gros, il est à fond dans ma boîte. Le mec, il a mis, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 200, un ticket de 200K, il les perd demain, quoi, concrètement. Si on est d'accord. Là, toute ta vie, tu vas rembourser, machin. Donc, c'est pas la même chose, quoi. De personnes qui sont prêts à prendre ce risque avec toi, bah, il y a quelques VC et des angels où il faut aller les trouver parce qu'il n'y a pas non plus, voilà, il y a Gain et autres, il y a certains networks qui se sont mis en place, mais c'est assez, c'est encore faible entre guillemets. Ouais. On manque de ça, j'ai l'impression. Ah, carrément. Ouais, ok. Carrément. Et c'est ce qu'il faut corriger, tu vois, parce qu'au final, c'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais par rapport à d'autres villes, à d'autres cantons et tout, on est, je sais pas combien on est classé et tout, mais je crois que les startups en Suisse romande, ils ont levé, je crois, 140 ou 140 millions, je crois, en 2023. Un truc comme ça, enfin, un montant assez faible. Et Zurich, ils étaient à 700. Ouais. Et toute la Suisse, c'est 2 milliards, tu vois. Et c'est assez paradoxal, non? Parce qu'en Suisse, on a quand même... Il y a du cas... Enfin, les gens ont de l'argent. Ouais. Et il y a ce que tu disais avant, j'ai l'impression qu'il y a aussi un Lime investor à faire où tu donnes le mindset de devenir investisseur, tu vois. Parce que de nouveau, il y a peut-être plein de gens qui ne veulent pas être entrepreneurs, mais qui ont de l'argent et qui adoreraient investir dans des boîtes, tu vois, de faire partie de projets, mais ils veulent garder leur sécurité, etc. Mais ils ont l'argent, mais ils ne savent pas par où commencer. Et j'ai l'impression qu'il faut presque former aussi les investisseurs, tu vois, comment tu définis une bonne startup, comment tu vas les chercher, où est-ce que tu les vas, où est-ce que tu les trouves, etc. Et j'ai l'impression que ça manque parce qu'ils n'ont aucune idée par où commencer, quoi. Ouais, 100%. 100%, c'est vrai. Et que tu vas avoir beaucoup de business angels et tout, même qui sont étrangers ou qui ont une expérience à l'étranger et qui comprennent le monde des startups. C'est ça. Hein. Et c'est vrai qu'on est assez limité. Mais après, peut-être c'est aussi dans la culture, tu vois, où on n'aime pas forcément le risque, tu vois, où on préfère mettre son argent dans un fonds de placement ou dans des actions Nestlé et tout.
que de mettre dans une startup qui est super risquée. Mais en même temps, ce qui est dommage, c'est que ça te limite dans tout ce qui est création d'emplois, développement de PME innovantes et tout, parce que voilà, t'es Et l'aventure aussi en soi. Et l'aventure, ouais. T'as plein de gens qui ont quand même beaucoup d'argent, qui, ok, pour eux, je sais pas, n'importe quoi, 200K, c'est pas grand-chose. Et puis, ce qu'ils vont vivre avec, ça va être incroyable. Ce sera... Enfin, tu vois, même s'ils l'ont perdu, ce qu'ils vont vivre avec par rapport à construire un projet et tout, même s'ils sont pas impliqués dedans 100%. C'est dommage, j'ai l'impression qu'on passe à côté d'un truc quand même. En Suisse, quoi. Parce qu'il y a du cash qui est à disposition. Facile de dire ça comme ça, mais il y a du cash à disposition et des gens qui ont de l'argent. Mais c'est juste pas, voilà, c'est pas dans la culture. Les gens n'ont pas le mindset d'aller aider aider entre guillemets, hein, mais soutenir des entrepreneurs qui montent leur projet et prendre ce risque-là, quoi. C'est un peu dommage. Ouais, et pour shifter un tout petit peu de sujet, mais en restant sur la même idée, tu as parlé du fait que tu as vécu à Dubaï pendant quelques années. Et peut-être c'est intéressant de comparer un petit peu la mentalité Surtout là-bas maintenant, ouais, c'est la mode. de la mentalité Tu y étais d'ici. quand juste parce que 2014 c'était pas la mode encore. C'était pas la mode. Maintenant, c'est un peu la mode. Ah ouais, parce qu'avec tous les influenceurs et tout. Toi, t'étais le premier, quoi. Il n'y avait pas grand monde encore. Alors, je pense que ça fait quand même un moment que ça existe, mais ça fait c'est depuis quelques années effectivement que c'est très à la mode ici, même depuis le Covid, je pense, peut-être un peu avant. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du mindset qui était là-bas et comment tu compares ça à la Suisse et un peu ta vision entre les deux? C'est différent. Bon, déjà, c'est super cosmopolite, tu vois. Et 80-90% des personnes que tu vas croiser là-bas, tout le monde a un deal. Tu vois, tout le monde a envie de faire quelque chose, tout le monde est là, ok, tu vois. On fait les choses. Et moi, c'est ce qui m'avait marqué, c'est quand je venais de revenir à Genève et que je reconstruisais mon réseau, tu vois, parce qu'au final, moi, j'ai quitté, j'étais, tu vois, un pur employé de banque, voilà, avec mon cercle de personnes que je connaissais. Et quand j'étais là-bas, voilà, j'ai rencontré énormément de gens, tu vois, qui m'aurait fallu peut-être 25 ou 30 ans pour rencontrer en Suisse. Et que, voilà, là-bas, tu vas rencontrer quelqu'un qui est même super bien placé, tu vois, ministère de l'économie, des trucs comme ça, la personne, tu la rencontres dans la semaine, quoi. On s'est vu, tu vois, ok, on se donne rendez-vous, puis en une semaine, on a fait le truc, tu vois. Et après, est-ce qu'il y a du potentiel de collaboration ou de faire un deal ou pas? Ça, c'est autre chose, tu vois. Mais en tout cas, tout de suite. Et là, les gens, quand on me donne rendez-vous, on se voit dans 3 semaines, on se voit dans 1 mois et tout. Tu sais, j'étais là, ok, tu vois, c'était un truc. Bon, toi, c'est déjà sympa parce qu'ils t'ont dit oui. Nous, on parlait de ça. Mais tu vois, quand je t'ai envoyé un message sur LinkedIn en disant, viens, on t'invite à déjeuner, etc. Ouais. Et t'as dit, ah, ok, ouais, avec plaisir. Tu te rends pas compte le nombre de personnes qui nous répondent des trucs absolument ahurissants. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Non, mec, je veux juste t'inviter à déjeuner parce que je trouve que c'est cool ce que tu fais. Je sais pas si on va faire un truc, je sais pas si voilà. juste, tu fais un truc cool qui me plaît, je comprends pas tout parce que je sais pas mon métier, machin, mais je trouve trop cool. Viens, on va en discuter. Non, j'ai peur. Tu te rends pas compte? Et quand on a des gens qui nous répondent, ah yes, trop cool, quand, dis-moi à quelle heure, où, t'es là. Des gens qui comprennent, quoi. Et je trouve que c'est exactement ça. T'as pas le mindset ici, quoi. Non, t'as pas ce mindset. Donc, tu vois, en fait, c'est des choses qui sont toutes bêtes, tu vois. Et un des gros trucs qui m'a frappé aussi, c'était par rapport aux femmes. Quand j'étais là-bas à Dubaï, j'avais beaucoup plus de femmes qui étaient dans l'entrepreneuriat avec des startups. Et ici, on a très peu, tu vois. Et je me suis dit un peu, c'est ouf, quoi, tu vois. Et donc, j'essaie de toujours regarder, de comprendre les raisons. Il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se passer, des communautés de femmes Women in Tech, etc. Enfin, j'oublie les noms et tout. Donc, moi, c'est un des trucs super intéressants. Et puis, grosse différence, tu vois. Et après, c'est un marché qui est quand même beaucoup plus dynamique, tu vois. Tu vas beaucoup trouver d'entrepreneurs qui étaient aux US, tu vois. Des Jordaniens, des Libanais, des Canadiens, des Américains et tout. Et qui ont appris beaucoup de choses. Tu vois, même au niveau légal, tu vois. Genre des avocats qui ont travaillé à la Silicon Valley puis qui sont venus bosser pour des grosses boîtes et qui avaient déjà fait des deals VC et tout, tu vois. Donc, l'écosystème, il est quand même, on va dire, je sais pas si on peut dire plus mature. Mais tu as beaucoup de gens qui viennent des US et qui veulent faire des trucs aux Émirats, tu vois. C'est beaucoup plus dynamique. Et donc, moi, c'est là où j'ai eu la chance d'apprendre énormément, tu vois. J'ai eu la chance d'avoir des super mentors. Et on va dire, un de mes mentors qui m'a tout appris, qui était responsable dans une des plus grosses banques, tu vois, des Émirats. Il était responsable de tout ce qui était direct investment et puis real estate, tu vois. Et il m'a appris énormément de choses, tu vois. Donc, il était banquier d'investissement, la partie des deals, due diligence, tout ce qui est contrat et tout, tu vois.
Et ça s'est fait, voilà, je l'ai rencontré à une conférence et tout, j'avais mon autre associé, mais lui, c'est lui qui m'a ouvert plein de portes, tu vois. Donc, appris des choses alors qu'on ne se connaissait pas forcément. Donc, tu vois, si tu es prêt un peu à faire de l'extra mile et d'être souple et tout, d'accepter, tu as vraiment des opportunités qui se profilent. Après, c'est pas un marché facile, tu vois, c'est un peu le Far West et tout, parce que tu as beaucoup de gens qui viennent là-bas en pensant que c'est l'Eldorado et tout. Et c'est quand même un marché qui est super petit et avec des gros mastodontes, tu vois, qui ont un peu des monopoles, tu vois. Donc, pour se faire sa place, c'est assez compliqué. Mais si tu es un peu smart et tout, et puis si tu t'ouvres un peu avec les pays limitrophes à côté, eh ben, tu peux faire des choses quand même assez intéressantes, tu vois. Ouais. Et tu disais, tu rencontrais toutes ces personnes principalement à travers des conférences et ce genre des événements qui étaient organisés. C'est aussi ça qui t'a donné l'envie, d'une certaine manière, quand tu es revenu, d'organiser ça. Ouais. C'est ce qui manque aussi, selon toi, aujourd'hui en Suisse. C'est un peu je fais très large, mais événements autour de ça pour pouvoir avoir accès à plein de gens différents, pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter, etc. Il n'y a pas beaucoup ça, ou ça manque? C'est quoi le statut pour toi aujourd'hui? Nous, on essaye d'en faire avec Lime, mais après, c'est sûr qu'on fait des trucs à notre échelle, tu vois. Mais par exemple, si je te donne un événement vraiment lambda que tu marketes pas à Dubaï, tu as 100 personnes qui viennent. Tu vois. Ça, c'est vraiment un truc que tu as balancé, voilà, que tu as balancé l'invite sur Eventbrite et tout, et tu n'as pas marketé, quoi. Tu vois. Tu as 100 personnes qui débarquent, tu vois. Là, tu fais un truc, demain, tu postes et tu as des gens, voilà. Après, peut-être la qualité, tu as peut-être 40-50% de personnes intéressantes. Après, tu as un peu plus des touristes, des sales qui vont venir te vendre tes trucs, mais pour tout ce qui est awareness et tout, c'est sympa, tu vois. Et je pense que c'est là la différence, tu vois. Donc, les gens, ils sont un peu plus agressifs dans le bon sens du terme, tu vois. Ils tentent des choses. Ils tentent, tu vois. Tu tentes, je viens, il y a un truc, ok, on y va, quoi. Tu vois, on tente de faire des trucs. C'est ça un peu la différence. Après, ici, il y a quand même des événements, mais je pense que les gens aussi, ils ont plus... des fois, ils jouent un peu plus un rôle, tu vois, où tu vas trouver les gens, ils vont pas forcément s'ouvrir, ils vont essayer de rester qu'entre eux, tu vois, pas forcément discuter avec d'autres personnes. Donc moi, en fait, quand j'organise des conférences, et j'ai souvent ce feedback, c'est vraiment que tout le monde, tu vois, tu viens et arrête de faire genre, tu vois. On est là, on est tous des êtres humains. On a tous un peu peur d'être là. Voilà, peu importe que tu bosses chez Total ou autre, ou à l'État, tu viens, t'apprends, on échange, et puis on essaye de faire un truc ensemble, tu vois. Financier ou pas financier, c'est juste partage de connaissances et tout, tu vois. Et je trouve que ça marche un petit peu, tu vois. On a réussi, tu vois, à faire une conférence là qui était vraiment que sur le corporate innovation, tu vois, où on a eu 80 personnes. À Genève, tu vois, qui est pas mal. Enfin, c'est que des gens qui bossent dans des grosses boîtes. Et sur les 80, j'ai fait un petit groupe WhatsApp, tu vois. Il y en a, je crois, 50, 60 qui sont venus. On échange de temps en temps et tout. Bon, c'est pas la communauté la plus engagée et tout, parce que voilà, tu as toujours un petit peu ce... Tu vois, je veux pas trop me livrer. Mais en tout cas, les gens, ils sont preneurs d'échanger. Ils écoutent, les gens. Ils sont peu actifs, mais ils écoutent beaucoup, je trouve. Exact. C'est la décision qu'on a souvent, c'est ça. C'est que les gens, on les voit pas réagir. Ils sont pas là, ils sont pas... on va faire des trucs, mais... Ouais. Mais ils gardent, tu vois, ils tendent l'oreille, ils gardent l'œil ouvert, ils sont présents malgré tout. C'est pas idéal, mais ouais, ils observent beaucoup. Ils observent. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas continuer à faire beaucoup avec Lime, tu penses? Organiser des conférences, essayer de créer des communautés, essayer de développer cet aspect-là? Ouais, Est-ce que tu as des événements à venir dont tu aimerais parler, ou dans les années qui viennent? On a la Comment tu prévois ça? On a la deuxième édition du Corporate Innovation Symposium le 6 juin. Ouais. Et entre-temps, moi, j'essaie de moins planifier au maximum et rester un peu, tu vois, opportuniste. Donc, selon les rencontres que je fais, je rencontre quelqu'un et ça, on a des idées, ça se passe bien, puis on dit, viens, on fait un événement ensemble. Et puis, mais c'est quoi le type d'événement, par exemple, opportuniste comme ça que tu pourrais, que tu as fait? Typiquement, le Corporate Innovation Symposium, c'était vraiment comme ça. J'ai rencontré Bégonia qui bossait chez Richemont. Elle est consultante en innovation. Et on discutait comme ça, on dit ça serait cool et tout. T'aurais des intervenants, moi j'aurais des intervenants, donc on fait ça. On draft un petit programme. Enfin, moi j'aime bien faire ça, tu vois. J'avais appris dans ma précédente vie à faire des programmes, tu vois. Donc je vais avec l'idée et tout. Et puis après, on invite les intervenants. Et les gens, ils répondent souvent oui, tu vois. Et c'est d'ailleurs, on a eu la chance d'avoir Yves Pigneur, qui est le créateur du business model Canva, qui est venu.
Et puis des choses comme ça, tu vois. Après, le prochain événement, pas que j'organise, mais où je vais animer la table ronde, c'est organisé par la ville de Genève et la Fondetech. Et c'est justement pour les nouveaux créateurs d'entreprises ou les nouveaux arrivants, tu vois. Et donc, on aura 4 super intervenants. Donc, on aura Sébastien Eschbach, on aura Aude Ambrosini, qui a fait les poubelles Claude, qui viennent de lever des fonds de Tony Parker et puis d'une autre personne. Tu sais, ils sont passés sur M6. Je crois que j'ai vu un truc sur l'émission Qui veut être mon associé. Qui va être mon associé. Donc, ils sont passés là-bas, ils ont réussi à lever des fonds, donc c'est cool. Donc, on aura elle. Et puis, Anna Bory, qui fait les vélos électriques Mailou. Ah oui. Donc, elle aussi, ce qu'elle fait, c'est super intéressant. Ils ont fait aussi une collab avec Nespresso, j'ai vu récemment. Ok. Et puis, le 4e, c'est Sébastien Decimo. C'est le fondateur de Taurus. Donc, c'est une startup fintech. Ouais. Tokenisation de assets, tout ce qui est digital asset et tout. Et eux, ils ont fait une belle levée de fonds. Je crois qu'ils ont levé 65 millions l'année passée. Et donc, ça va être cool. Donc, on attend, je crois, 200 participants. Et ça va être une belle conférence. Ça, c'est le 16 avril. 18h30 au musée d'ethnographie de Genève. Ça, c'est uniquement pour les gens qui rentrent dans la Fondetech et dans les programmes, Non, c'est pour tout le monde. C'est pour les entrepreneurs et puis ceux qui viennent d'arriver, quoi. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est assez large. Et voilà, tu peux t'inscrire et tout. Et c'est cool, tu vois. Donc, comme je dis, il y a des choses qui sont en train de se passer et tout. Ça prend du temps. Mais en tout cas, je pense que voilà, les politiques et puis les grosses boîtes, elles ont compris que voilà, si on voulait garder notre compétitivité à Genève, il va falloir innover. Puis souvent, l'innovation, elle passe par les startups et ce mindset entrepreneurial. C'est cool parce que je trouve ça intéressant que ça bouge un peu à ce niveau-là. L'organisation de plus d'événements, de plus de conférences, de plus de regroupements, un peu d'entrepreneurs qui ont été pendant longtemps un peu mis de côté et qu'on remette un peu ça sur le devant de la scène et qu'on comprenne l'importance de cet écosystème-là. Donc je trouve ça super que tu organises des conférences comme ça et je pense que nous, on pourrait avoir un rôle aussi à jouer là-dedans, essayer d'organiser des événements, on en parle beaucoup d'ailleurs, pour essayer de faire vivre et vibrer cette atmosphère parce qu'il y a les gens sont là, c'est juste j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui ose se lancer dans l'organisation du truc. Donc c'est vachement cool de les gens, ils répondent présent. Après, tu vois, même ceux qui bossent, voilà, tu vois, le quotidien, il n'est pas super fou, quoi. Quand tu bosses pour une grosse boîte, des fois, c'est un peu barbant, c'est toujours les mêmes tâches, les mêmes personnes et tout. Donc, le fait de pouvoir venir rencontrer d'autres personnes, apprendre des nouvelles choses, ça motive. Quoi. Mais nous, on le voit dans nos déjeuners, on a de plus en plus de gens. On a commencé, tu vois, on faisait les déjeuners là où tu es venu. On en faisait un par mois, après un tous les 2 mois. Deux par mois, maintenant on est à toutes les semaines. Enfin, tu vois, parce qu'en fait, on a de plus en plus de gens et les gens, ils ont envie de. Ils ont faim, quoi. Ils sont là, ok, il se passe quoi? Viens, on va discuter et tout. Même si ça reste lent parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont pas ce mindset, on voit quand même la différence comparé à avant et c'est assez cool de voir un peu ce changement qui prend forme, quoi. Donc ça, c'est assez stylé. Peut-être qu'on réussira à devenir un petit Dubaï un jour. Non, mais il faut garder un peu l'esprit suisse, mais il faut qu'on change certains trucs, ça c'est sûr. Ouais, justement, pour revenir un peu à Dubaï, est-ce que, parce qu'il y a une espèce d'exode, j'ai l'impression, un peu vers là-bas, et on a parlé beaucoup de points positifs du fait que c'est plus ouvert, c'est plus... c'est cool au niveau de la dynamique, machin, mais c'est quoi le downside? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne devrait pas aller là-bas et peut-être plutôt rester ici, parce qu'être entrepreneur ici aussi, c'est sympa et qu'il y a aussi plein de choses à faire par rapport à Dubaï. Qu'est-ce que tu en penses? Le downside, je dirais, c'est que le marché, il est petit, tu vois. C'est quand même un petit pays. Et puis après, si tu veux pouvoir scaler, si tu veux avoir plus d'activités, comme je disais, tu dois taper les pays un peu, tu vois, limitrophes et tout. Et donc ça, si tu regardes le Middle East, c'est quand même, je crois, 17 ou 18 pays. Et donc chaque pays, tu as des régulations différentes, tu as un autre mindset et tout. C'est quelque chose qui est pas aussi facile, tu vois, si tu veux scaler, tu vois. Mais si tu le fais bien, ça marche. Enfin, tu peux avoir des belles retombées, tu vois. Et il y a des belles startups, notamment, je sais pas si vous connaissez Careem, Carem, qui était un copycat de Uber. Et donc, ils ont réussi à faire cette pénétration dans différents pays et tout. Puis, ils se sont fait racheter pour 3 milliards par Uber, tu vois. Parce que c'était plus facile pour eux de racheter. D'acquérir et puis d'aller t'emmerder à déployer dans 17 pays, tu vois. Donc, ça, voilà, il faut être conscient de
quel type de business vous voulez faire, et qu'après, à un moment donné, si tu dois grandir, c'est compliqué de le faire dans d'autres pays. J'ai l'impression qu'on a un peu ce problème-là en Suisse aussi, malgré tout. Le fait qu'on soit dans un petit marché, qu'on doive assez vite se mettre dans les pays limitrophes, est-ce que c'est très différent là-bas? Je ne me rends pas compte. Je ne suis jamais allé à Dubaï, je connais assez peu le Moyen-Orient. Ici, on a quand même des complexités à aller en Europe. Une fois que tu es en Europe, c'est beaucoup plus facile parce que tous les pays européens sont assez c'est toutes les mêmes connectés. lois aussi. Ouais, exactement. Mais pas depuis la Suisse. Pas depuis la Suisse, mais une fois que tu as ouvert... Tu as ouvert la France, après, tu as ouvert le reste. Après, c'est tout... Question de langue, Après, tu as toute l'Europe, ouais. Et du coup, Middle East, tu n'as pas d'union comme on a l'Union européenne. Non. Chaque pays est complètement à part. Chaque pays est différent, chaque pays a ses propres lois et tout, tu vois. C'est l'Europe avant l'Union européenne, quoi. Voilà, exact, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui prend du temps. Ça, c'est compliqué parce que du coup, monnaie différente, législation différente, loi, tout est complètement différent. Tout, tu vois. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on a de la chance quand même. Faut... Bah, avec l'Europe, tu as 300 millions, enfin, je crois que c'est 300 millions la population européenne. Un truc comme ça, de clients un peu potentiels, tu vois. Je crois que c'est même plus, tu vois. Mais effectivement, mais après, tu as quand même la complexité des langues et de la culture. Parce que même si effectivement, tu as un gros pool, c'est pas comme les States où là, tu as 300 millions de personnes et tout le monde a la même culture et tout le monde parle la même langue, plus ou moins. Oui. Mais, après, c'est complexe, mais c'est moins complexe que 17 pays, tu vois, où voilà, chaque fois, tu dois limite avoir 17 avocats, tu vois, qui comprennent toutes les lois de chaque pays différent, tu vois. Ouais, ça, j'avoue que c'est compliqué. T'es resté combien de temps à Dubaï? 5 ans, 5 ans et demi, ouais. Et qu'est-ce qui a fait justement que t'es rentré? Là, c'était pour raison... Non, j'avais ma belle-mère qui était malade, tu vois. Ok, raison perso a fait que t'es rentré. Okay. Donc, on a dû rentrer un peu en catastrophe et tout. Mais non, c'était une belle expérience. Franchement, j'ai appris énormément de choses, tu vois. En 5 ans, j'ai appris... il m'aurait fallu... Peut-être j'aurais jamais commencé ma carrière d'entrepreneur. Je serais toujours en banque, tu vois, limite déprimé et tout. Et c'était vraiment une belle expérience, tu vois. Et comme je te dis, les gens là-bas, ils sont quand même, tu vois, très accueillants. Tu rencontres vraiment des profils super intéressants. C'est... Pas faire trop de pub, mais c'est cool. Non, mais il y a plein de côtés positifs. Cool. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur qui aimerait se lancer aujourd'hui? À Dubaï. Non. Pas pour se lancer, parce que les capitaux aussi là-bas, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de financement pour les entrepreneurs et tout, et il ne faut pas croire, quoi. Ça, il y en a, ils pensent que voilà, tu lèves des fonds et tout, il y a l'argent et tout. Non, je crois que c'est même encore plus dur qu'ici, tu vois. Donc, un entrepreneur qui va se lancer, la première chose à faire, je pense, c'est de pas complètement se lancer, tu vois. Celui qui a un boulot à côté, qu'il essaye de le faire en parallèle, tu vois. Démarrer un side project qui soit low-tech, tu vois, pas quelque chose de complexe à construire derrière, où il faut beaucoup de financement, pour apprendre, tu vois, le maximum, en fait. Pour apprendre énormément. Et puis, le jour où la personne, elle se sent bien, le jour où elle a fait quelques erreurs, où elle a appris, que là, elle puisse se lancer, tu vois. Mais je dirais ne pas... sauf, voilà, si la vie vous force justement à être dans l'entrepreneuriat parce que vous avez perdu votre taf ou parce que vous pouvez rien faire d'autre, ok, faites-le. Mais ceux qui doutent, prenez le temps de y aller, quoi. Mais c'est cool ce que tu dis, parce que c'est un truc que je me suis souvent... pour moi, c'était toujours en fait presque une évidence que tout le monde avait ça, alors que pas du tout. Mais c'est de dire, en fait, entrepreneuriat, c'est un trop gros mot, en fait. C'est trop large déjà. Pour moi, c'est de dire tout le monde, même si tu es employé de banque, à part si tu n'as vraiment pas envie, mais pour moi, c'est presque logique. Tu devrais avoir, mais comme tu fais du foot, on parlait du foot avant, c'est un hobby. Tu devrais faire un truc à côté, mais parce que c'est intéressant, en fait, de faire un truc. C'est pas que tu veux faire du cash, c'est pas tout ça, c'est juste que c'est intéressant de dire, arrêtez, mais comment je fais pour, je sais pas moi, lancer un premier produit, mon site internet, ça marche comment, puis comment je fais de la pub, puis comment je fais du sales, comment ça marche, puis lire des bouquins sur des... C'est plus en fait un exercice mental de dire tiens c'est intéressant, puis je vais juste le faire, puis c'est par curiosité quoi. Tu vois, juste de dire en fait je le fais, puis après ok ça marche, puis en fait tu l'as fait tellement de fois, puis peut-être que tu le fais, puis un jour t'es là, t'as compris tellement de trucs que le jour où tu le fais entre guillemets vraiment, bah t'auras appris tellement que ce sera beaucoup plus facile en fait.
C'est presque un truc que tu devrais faire déjà, il devrait en parler beaucoup plus à l'uni, à l'école, etc. Mais c'est un truc que tu devrais faire comme un hobby, quoi, au début. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, je vais essayer un petit truc pour m'amuser à côté, un side project. Parce que t'apprends tellement de trucs. Ouais, c'est clair. Que les gens réalisent pas, quoi. Et t'as moins de pression, en fait. Mais tu t'amuses, quoi. T'as moins de pression, tu t'amuses et tout, et tu peux commencer, je sais pas, à vendre des cookies, à vendre des bougies, essayer de trouver des niches, tu vois. Et la première fois que quelqu'un te file de l'argent, c'est un... Ouais. Moi, je me rappelle encore, la première fois qu'on m'a payé pour un truc que j'ai fait, je me suis dit, il est con, le mec. Genre, il est complètement... À moi, il est fou, le mec. Pourquoi il m'a donné de l'argent et tu vois l'argent qui arrive sur ton compte en banque? Mais ça devait être, honnêtement, ça devait être 80 balles. Hein. Et t'es là. Mais c'est ouf! Je suis capable de faire ça. Payé, quoi. C'était un sentiment. Moi, je me rappelle, c'était un sentiment de ouf que tout le monde devrait avoir une fois dans sa vie. Quoi. Ouais. Après, t'aimes pas, tu veux pas le faire et tout, mais je sais pas, c'est comme aller, je sais pas, un saut en parachute, quoi. J'ai l'impression que c'est un truc que tu dois faire une fois dans ta vie. Moi, j'étais comme un ouf. J'étais là, mais c'est incroyable, quoi. Après, il y avait qu'un seul qui m'a donné, mais c'est pas grave, c'était trop cool, quoi. Et je trouve ça, c'est un truc que les gens devraient expérimenter. Tu sais, quand t'as les juniors entreprises dans les unis et tout, c'est génial, quoi. De créer des projets, et ça devrait être beaucoup plus poussé, je trouve, même dans les écoles, quoi. Avant l'uni, tu vois ce que je veux dire? De faire ça, des ventes de pâtisserie, j'en sais rien, machin, mais tu vois, de pousser ça, je trouve ça trop. Non, mais carrément. Tu vois, carrément. cet Vente de esprit-là, seconde main, peu importe. C'est les stands limonade, tu vois, pour dire, tu peux le pousser un peu plus loin, mais dans l'idée, rien que ça, tu vois, t'apprends beaucoup, t'apprends sur les canaux de distribution, t'apprends sur la segmentation. Ça devrait être un truc obligatoire, presque. Ouais. C'est intéressant de ce côté, encore une fois, assez pragmatique, de dire, plutôt que de quitter votre job et de vous lancer dans un truc, commencez déjà à construire petit. Essayez à votre échelle de créer quelque chose en se focalisant sur la compréhension du client, les besoins, comme tu disais tout à l'heure, en ayant les qualités de curiosité, d'adaptabilité pour essayer d'arriver à un stade où tu commences peut-être à avoir un tout petit peu de traction. Et à ce moment-là, tu quittes ton job? Tu peux. Mais je pense. Moi, j'ai appris ça, tu vois, je suis d'origine marocaine, tu vois. Et souvent, quand on partait l'été en vacances, et encore cet été, j'y suis allé, et t'es à la plage et tu vois les entrepreneurs. Tu vois, t'as l'autre qui arrive avec son scooter qui te vend des seaux et des pelles pour les gamins, donc t'achètes et tout. Tu vois l'autre qui arrive avec, je sais même pas comment il a bricolé le truc, il te vend du café, bah tu prends. T'as l'autre qui arrive avec des beignets. En fait, toute la journée, t'as fait que de dépenser et tout. Et ils sont là en train de faire. Après, je pense, voilà, ils ont pas la meilleure situation du monde. Mais en tout cas, t'essayes, tu fais des trucs. Et je pense que c'est ça qui nous manque, tu vois. On va aller chercher des trucs trop compliqués. On va aller chercher des trucs, tu vois, pour la fame, des choses, voilà. Il faut de la deep tech, il faut des trucs. Mais au final, t'as plein de business qui font des millions. Et si tu regardes, enfin, moi j'aime bien cet exemple, mais de Jeff Bezos, le mec, il vendait des livres. Tu vois, c'est tout con. Tu vois ce que je veux dire? Pas forcément sexy, ouais. Moi, tu m'aurais dit ça, j'ai dit, mais arrête. Moi, celle qui m'a le plus marqué, c'était c'était les mecs qui ont fait, je sais plus comment elle s'appelle, la boîte de vente de pneus. T'achetais tes pneus en ligne, quoi. C'était un des premiers qui a fait. Avant, t'allais chez le garagiste, mais c'est tellement logique, c'est tellement simple à vendre, il n'y a pas de date de péremption, enfin, tu vois. Ouais. Et les mecs, ils ont fait. C'était une boîte qui s'est vendue pour je sais pas combien de millions, et t'es là, mais c'est pas sexy du tout, personne n'a voulu faire ça. T'es là, alors moi, je vends un truc que quand tu cliques, ça fait. T'es là, non, j'en vends juste des pneus, quoi. Mais c'est ça, en fait. Et tu te fais pas chier, comme tu dis, et puis tu es en train déjà de nourrir cet état d'esprit. Ouais. Tu vois, et j'ai remarqué, je me dis, en fait, c'est ça, tu vois. Tu commences avec un truc low-tech, tu te prends pas la tête. Et tu vois ce que ça donne, tu apprends, tu commences déjà à générer du cash. Ça va te motiver aussi, tu vois. Quand tu es dans un truc de business et qui te génère rien pendant 18, 24 mois, c'est compliqué, tu vois. Donc là, le fait d'avoir du cash, comme tu dis, bah, ça te permet déjà de valider que ton produit il est intéressant et déjà de donner la motive, tu vois. Parce que ça peut te ramener, je sais pas, 200, 300 balles par mois et tu mets ça de côté, ça te fait tes vacances et en plus, ça t'a donné du plaisir, comme tu dis, tu vois. Et aujourd'hui, on a les outils et la possibilité de lancer des choses à partir de pas grand-chose. Rien, donc, c'est une bonne, c'est un bon moyen de se lancer. On arrive vers notre dernière question classique, mon cher Younes, qui est la question la plus facile du podcast. J'espère. Tout le monde nous dit ça. C'est la plus facile. Younes, que faut-il pour avoir une belle vie? C'est une bonne question. Que faut-il pour avoir une belle vie? Je pense que le plus important, c'est d'être reconnaissant de tout ce qu'on a. Tu vois, souvent on parle business, au final c'est que du business, c'est que de la start-up. Donc celui qui est en bonne santé, qui a des proches et tout, une famille,
qui a de quoi manger et dormir, je pense que ça suffit largement, quoi. Donc vraiment, ouais, être reconnaissant de ce qu'on a et d'où on est. Et on a tendance à l'oublier. Hein. On est vite un peu dans enroulé dans les problèmes de tous les jours, etc. Et effectivement, c'est prendre le recul et essayer de se rappeler qu'on a de la chance, en fait. Qu'on a gagné au loto, hein, d'une certaine manière. Ouais. Ouais, on est déjà... T'imagines, on est assis là à discuter. Je sais pas, moi je trouve ça incroyable quand tu réfléchis. On est né, enfin moi je parle en étant né en Suisse, hein, mais t'as déjà gagné au loto, quoi. T'as déjà de la chance, t'as déjà tellement de trucs qui vont bien comparé à d'autres, que rien que déjà là, t'as déjà, sans rien faire, hein, c'est juste un coup de chance. Sans rien faire, comme tu dis. C'est pas du tout que que quelqu'un a fait les choses bien, c'est que déjà sans rien faire, t'as déjà de la chance et t'as déjà presque tout ce qu'il te faut, quoi. C'est un truc de ouf quand tu réfléchis et on a tendance à l'oublier. Donc c'est un très bon message. Est-ce que toi tu as des traditions de reconnaissance? Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de faire tous les jours dans ta vie, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as inculqué aussi dans ton mode de vie avec ta femme, etc. Ouais, toujours, tu vois. Pas toujours, moi, comme je t'ai dit, tu vois, venant du Maroc et tout, mes parents, ils sont venus en 1974 et tout. À l'époque, mon père, il jouait au foot et était professionnel, tu vois. Ok. Il est venu en 74 et souvent, l'été, on allait toujours là-bas, tu vois. Et donc, des fois, on passait à côté de bidonvilles, des trucs comme ça, tu vois. Puis, mon père disait, voilà, regardez la chance que vous avez, tu vois, d'avoir, tu vois, le truc ouf, quoi. Tu ouvres le robinet, t'as de l'eau qui vient, tu vois. T'en as qui vont aller chercher au puits. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, des trucs qu'on prend pour acquis, mais en fait, dans la vie de tous les jours, où en tant que, on va dire que bon petit Suisse, on se préoccupe pas. Je réfléchis même pas et c'est triste. Ouais. Et là, tu vois que malheureusement, avec toutes les guerres qui sont en train de se propager, ce qui se rapproche de nous, tu vois, même des guerres en Europe, et qu'en fait, on est super privilégiés. Donc moi, vraiment, au quotidien, je me rappelle de cette chance, tu vois. C'est quelque chose que je pense qu'il doit être obligatoire. Et c'est pour ça qu'il faut bien penser que là, on parle business et tout, mais le business, c'est le business, tu vois. Tu vas le laisser à tes enfants ou laisser à des collaborateurs et tout, mais c'est pas le plus important, quoi. Être reconnaissant pour ce qu'on a. Des beaux mots pour conclure. Merci beaucoup, Younes, pour aujourd'hui. C'était un plaisir de t'avoir. Merci à vous deux.